On était au secondaire 5 et tout soudainement, il fallait faire les inscriptions au cégep. Alors, on était 8 dans ma classe à s'inscrire en photo. Alors, moi, je m'inscris au DEP de Trois-Rivières à l'époque et au Vieux-Montréal. Puis, tous mes amis reçoivent leurs lettres. Les 7 autres amis reçoivent leurs lettres. Refusé, refusé, refusé. Je dis, bon, ben voilà. J'ai averti mes parents que je m'en allais étudier à photo à Trois-Rivières parce que je ne pouvais pas être accepté au Vieux-Montréal et j'ai été accepté. Dans la lettre, il y avait un avis comme quoi l'étudiant doit posséder un appareil photo de format moyen d'une valeur de 75 $. Et la réaction de mon père, qui est un ouvrier d'usine, famille, qui dit « Mais c'est impossible des caméras qui valent aussi cher. » Ce qui voulait dire probablement ses économies de l'année, peut-être même, mais il gagnait pas cher. Alors ça a créé tout un drame. Et là, ben voilà, je suis parti avec mon appareil de 75 $ à Montréal, étudier la photo. Ouais, ça a commencé comme ça. Puis je ne savais pas pourquoi j'étais admis. J'avais aucune raison d'être admis. J'avais des mauvaises notes. J'avais pas de portfolio. Je ne correspondais pas du tout aux critères d'admission. J'ai pris ça comme un signe, vraiment. Quand j'avais 5-6 ans, je me souviens qu'on allait visiter le père de mon père qui était dans un hôpital à long terme. Et à chaque fois, je m'emmerdais parce qu'il n'y avait rien à faire pour un enfant de 7-8 ans dans un hôpital. Alors, je prenais le vieux box de mes parents, vieil appareil Kodak, puis je me baladais, puis je m'amusais à cadrer puis à regarder le monde au travers de ce viseur-là. C'est probablement un genre de fuite que je faisais au travers de ça. En fait, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la fuite, dans un viseur, d'éloigner la réalité et de se concentrer dans ce que moi je décide de voir. Je me suis payé un appareil Instamatic, que j'ai encore, un Instamatic 104 de Kodak, petit truc. Ma mère pensait qu'avec ça, je ferais des photos de la famille, puis des ma tante et tout. Écoute, premier film, ça coûte cher un film, 2,35 $, puis il faut le faire développer. Je partais, je m'en vais dans le bois, puis je me mets à photographier des souches, des bouts de bois, des textures. On fait développer ça, un autre, 2 ou 3 $. On est en 68, là. Et ma mère regarde les photos, puis sa première réaction, c'était « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as photographié des conneries comme ça? On a gaspillé du film, au fond, pour photographier des bouts de bois. » 55 ans plus tard, je fais encore la même chose. Mais ça a commencé vraiment de cette façon-là. Et je pense vraiment que c'est une fuite. Je me réfugie dans un viseur. Et souvent, je pense à ça quand je regarde dans mon viseur, que c'est une façon d'éloigner la réalité et d'être dans un moment juste pour moi. J'étais au dernier cours au cégep en photo et où je venais chercher mon portfolio qui avait été évalué par les professeurs. Et je rencontre un professeur qui me dit « Va donc voir Bob Fisher. » Il me dit « Je pense que Bob Fisher cherche un assistant. » Et pour me donner du courage, je prends un de mes amis, je dis « Viens, on va y aller à deux parce que ça va être je suis trop énervé. » Et on s'en va dans le Vieux-Montréal, dans un studio. Et là, on sonne tous les deux. Il nous fait rentrer. Les mannequins se promenaient partout, les maquillages, les flashs. Alors, il nous fait asseoir, puis il nous pose quelques questions. Et puis, finalement, je me retrouve assistant de cette personne-là. Le premier jour, j'ai passé la journée à mettre du cirage à chaussures sur des pneus Michelin, pendant que lui parlait avec les belles secrétaires. Puis à la fin de la journée, je n'avais pas dîné. À la fin de la journée, il m'a dit « Tasse-toi, tasse-toi. » Et il a déclenché. Maintenant, démonte le truc. Puis là, moi, je me disais « J'ai un deck en photo, j'ai un deck en photo. » C'est un travail qui demande beaucoup de modestie, mais quand on ouvre les oreilles et les yeux, on apprend énormément. Suite à ça, Bob Fisher avait un ami qui était photographe à New York, qui s'appelle Klaus Luca, qui avait un gros contrat pour Penthouse Magazine. Alors, il m'a envoyé là-bas pour être assistant. Je ne savais pas du tout où je m'en allais, j'avais aucune idée, je l'ai appris là-bas. C'était de la photo de mode avec des grands couturiers, des vêtements qui arrivaient avec la Brinks, des avions cargo gardés avec des gardes de sécurité parce que le vêtement valait 200 000 $, bon, enfin des trucs du genre. Donc, travailler avec les Américains a été une expérience extrêmement traumatisante. Et quand je suis revenu dans mon appartement à Montréal, dans la vie réelle, je pense que j'ai pleuré pendant une journée parce qu'il n'y avait plus de chauffeur, il n'y avait plus de limousine, il n'y avait plus de grands repas. C'était un grand choc terrible, mais une expérience. Quand j'ai commencé au Collège Marsan, on était à une école secondaire. Et un moment donné, on a reçu un avis du ministère de l'Éducation. Je me souviens, M. Marsan m'a fait venir et m'a dit « Michel, si tu veux continuer à enseigner ici, ça te prend un brevet d'enseignement. On est une école où on enseigne aux adultes. Aussi bien de m'inscrire dans la formation, pas au préscolaire et primaire, de m'inscrire pour les adultes. » Et dès le premier cours, là, il y a quelque chose qui s'est
c'est inscrit en moi comme quoi, autant que la photo à l'époque, il y aurait peut-être là une partie de mon avenir. Et ça a complètement changé ma vie, cette affaire-là. Quand j'enseigne aux adultes, je suis vraiment comme un poisson rouge dans un aquarium. Chaque jour, vraiment chaque jour, je trouve ça extraordinaire d'être d'égal à égal avec les gens à qui j'enseigne. Le premier photographe qui m'a influencé, c'est évidemment Antoine Désilets. C'est une tête d'affiche au Québec, qui a été le premier, d'ailleurs, à écrire en français des bouquins un peu pédagogiques sur comment fonctionne la photo. Il y en a écrit 3 ou 4. Quand on lisait les livres de Désilets, ce qu'on comprenait, c'était qu'on peut photographier autre chose que la parenté, les parents ou la bagnole. On peut photographier n'importe quoi. Tout est photographiable et surtout, tout peut être raconté par une photo. Et après ça, bien, le pont était facile à faire. Oh, moi aussi, je pourrais m'en servir pour raconter mon histoire ou des histoires. Alors ça a été évidemment le premier à cette époque-là. Ansel Adams, avec les techniques de zone système en noir et blanc, où là, j'ai compris qu'au-delà de la technique elle-même, du zone système qui était quand même assez complexe, j'ai compris qu'on pouvait monter d'une haute marche dans la créativité pour en arriver à interpréter l'environnement avec ce qu'on ressent et non pas prendre le sujet pour le sujet lui-même. Et c'est ça les photos d'Adams. C'est des paysages, c'est presque de la peinture à numéro en noir et blanc. Et ils sont tellement efficaces qu'ils n'ont pas besoin d'être en couleur. On n'a pas besoin d'avoir la référence de couleur. Donc Adams a été une étape charnière. Je suis influençable beaucoup à très, très court terme, mais d'une façon plus lourde. Présentement, c'est beaucoup plus les photographes minimalistes qui s'imposent, on pourrait dire. Moi, quand j'entre dans une église, les sujets m'atteignent facilement. Et quand je me voyage avec ma famille qui me connaît, aussitôt qu'on entre dans une église, ils me laissent aller dans mon état pendant 5 ou 10 ou 20 minutes. Et là, instantanément, les sujets m'arrivent et je ne les cherche pas. La photomixing vient me chercher en ce sens que c'est n'importe quoi, n'importe où, et à tout moment et de façon facile. Les éléments de photomixing, c'est-à-dire où le sujet n'a pas d'importance, basés sur le principe de base de la photomixing qui s'appelle aussi photo contemplative, c'est la dégustation de son environnement, un peu comme on dégusterait un bon vin. C'est rien de nouveau en termes de connexion avec le sujet. Ce que ça a apporté de nouveau, par contre, c'est la simplicité de l'affaire. C'est que, non, c'est pas nécessaire de prendre l'auto ou de prendre l'avion et d'aller ailleurs pour que ce soit beau. Attention, à chaque fois que je fais une photo mixing basée sur un flash de perception, il peut y en avoir plusieurs par jour, c'est pas pour la photo elle-même, c'est pour me garder en vie visuellement. Je ne sais pas où ça va me mener, cette affaire-là, mais présentement, et ça influence la formation que je donne, j'essaie de m'amener jusque-là et j'essaie d'amener les gens à qui j'enseigne cette technique-là d'aller jusque-là, que de chercher le sujet, c'est une mauvaise voie en photo. L'orientation, chercher des sujets, elle existe, elle va toujours être là. Mais moi, dans mon évolution, j'essaie de moins en chercher puis de plus laisser les sujets venir à moi plutôt que de les chercher avec volontarisme. Là, je dois trouver un sujet. Ça fait partie de ma pédagogie et ça fait partie de mes convictions qu'on peut l'atteindre. L'état d'intériorité, l'état de créativité est accessible à tous très facilement. Il faut accepter juste une chose. Lâcher prise, accepter de descendre en soi, accepter de faire l'effort de connecter avec une partie de soi qui s'appelle la créativité et après ça, ça se déclenche sur commande. Photographie de paysage et nature, on peut dire, moi j'appelle ça mon terrain de jeu de prédilection. Parce que la nature me donne énormément d'énergie. Une photo réussie pour moi, c'est quand, à chaque fois que je la regarde, je retrouve l'émotion que j'ai sentie, secrète, il y a juste moi qui la connais, quand je l'ai prise. Plus j'avance, plus je vieillis, c'est de moins en moins une façon de me faire voir et de m'exprimer, puis de plus en plus une façon de sentir la vie couler en moi. C'est de plus en plus un moyen très efficace de me retrouver seul avec moi-même dans une certaine intensité, mais qui m'appartient, qui est à moi et que personne d'autre peut pénétrer, et de me payer des moments où j'entends battre mon cœur.